heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agora News en toute sécurité, consacré à la criminalité, l'état des lieux et les moyens de lutte. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités. D'abord, Juliette Miadel, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes sous le dernier quinquennat de François Hollande. Vous êtes avocate, vous êtes également professeure enseignante à Sciences Po. Et vous avez travaillé dans un groupe de travail sur le service national universel qui a rendu son rapport au mois d'octobre dernier. Vous nous en direz un mot. Avec plaisir. Très bien. À côté de vous, j'ai également le plaisir de recevoir Christophe Soulez. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes le chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, qui tient cette statistique annuelle et cette analyse également de la criminalité en France. Donc, vous êtes le mieux placé pour nous parler, nous faire un état des lieux. Vous êtes rattaché, je le rappelle, à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et personnellement, vous êtes juriste, criminologue, spécialiste des questions de sécurité urbaine. Bon, la première question, elle est pour vous, Christophe Soulez. Quelles sont aujourd'hui, on peut dire, les grandes évolutions de la criminalité en 2018-2019 ? Alors les grandes évolutions, c'est, si on se base notamment sur les statistiques policières, c'est qu'effectivement on voit par exemple une augmentation assez importante des violences sexuelles. On en parlera peut-être, voilà, est-ce dû à une meilleure révélation des faits ou une augmentation des passages à l'acte. On note également une augmentation sur les 2 dernières années des vols et notamment des vols sans violence. En revanche, on a certains phénomènes qui depuis une dizaine d'années baissent considérablement, par exemple les atteintes aux véhicules ou les vols à main armée, qui étaient pourtant, dans les années 70-80, une des infractions qui augmentait le plus. Et puis d'une manière générale, ce que l'on peut noter aussi, alors ce qui est peut-être un peu caractéristique des tensions dans notre société, c'est des violences dirigées contre certaines professions, ce qu'on va appeler les professions exposées, les policiers, les gendarmes, les pompiers, même les agents du service public dans la fonction publique hospitalière. Et on voit que ces fonctions ne sont plus à l'abri maintenant de la violence dans notre société. Donc on a... Et on a également, ce qu'on peut constater également, c'est qu'on a plutôt, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 2008-2010, une légère baisse, notamment des vols avec violence. Donc lorsqu'on analyse la délinquance, c'est vrai que voilà, faut l'analyser à travers la complexité des infractions auxquelles on a à faire face. On a par exemple quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mesurer aujourd'hui et qui paraît assez peu important pour le grand public, et qui pourtant peut causer à des conséquences très importantes. C'est tout ce qui tourne autour de la cybercriminalité, par exemple, qui est vraiment une menace, mais une menace qui est assez peu perceptible par le grand public. Parce que c'est vrai que voilà, ces infractions touchent principalement des personnes, des entreprises, des personnes morales, et beaucoup moins traumatisantes, même quand un particulier se fait pirater son compte, par exemple. Oui, en fait, tout le monde a entendu parler de la cyberpédophilie, par exemple, toutes les infractions qui se commettent et qui sont de plus en plus nombreuses, hein, effectivement. Ah oui. Voilà. Donc, parmi les évolutions, vous avez évoqué notamment la montée, malheureusement en puissance, des agressions sexuelles. Oui. Dites, hein. Je pense que Juliette Miadel, là-dessus, vous êtes exprimée d'ailleurs, vous avez fait une publication dans un grand quotidien sur comment traiter, sur le plan de la procédure, ces infractions. Vous voulez peut-être en dire un mot, à moins que vous vouliez réagir sur ce que vient de dire M. Soulez. Non, je trouve très intéressant ce que vous évoquiez sur la question de l'augmentation en fait, du nombre de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on a en effet constaté qu'il y a eu beaucoup plus de viols déclarés, de plaintes pour violences sexuelles, violences et agressions sexuelles. Et toute la question qu'on se pose évidemment dans ces cas-là, comme pour tous les types de délinquance, c'est est-ce qu'il y en a plus parce qu'il y a d'un coup une explosion des violences sexuelles, ou en réalité, et c'est plutôt ce que je crois, la parole s'est libérée avec MeToo, et comme elle s'est libérée, les victimes ont été incitées à aller porter plainte. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même un progrès. Moi, j'ai été frappée par un chiffre, juste un chiffre, je ne vais pas vous en donner des tonnes, c'est quand on constate que 90% des femmes victimes de viol ne portent pas plainte. 90% des femmes victimes de viol ne portent pas plainte. Vous Pourquoi confirmez ce chiffre? Ah oui, tout à fait. C'est effectivement Ce sont les chiffres de l'enquête de victimation, effectivement, du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Et pourquoi? Principalement parce qu'elles savent qu'elles ont très peu de chances que la procédure se déclenche. Et puis surtout, elles ont très peu de chances d'obtenir ou de voir aboutir une condamnation. Et quand vous avez été victime d'un viol, il n'y a rien de pire, d'abord, que d'être exposé à un procès. Parce que le procès, on raconte, on est sous les feux de la rampe et on revit des choses terribles. Et puis, deuxièmement, il y a moins de 1%
des cas de viol qui se terminent aux assises, et sur ces 1% qui finissent aux assises, il y en a encore une moitié qui se termine en fait par qui ne se termine pas par une condamnation du prévenu. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même de forts risques en plus d'être considérées comme ayant déposé une plainte abusive et comme des affabulatrices, et donc cette souffrance qui est insupportable, qui est vous avez subi un viol et en plus vous ne parvenez pas à obtenir que justice soit rendue, leur donne les décourage. Ça veut donc dire qu'il y a des failles quelque part dans notre système. Alors la prise en compte de la parole de la victime, la procédure. Alors vous avez été magistrat et oui. je vous connaissais par cœur cette question de la procédure pénale. Moi, oui. Je suis convaincue qu'on a un problème, dans certains cas, on a un problème de procédure. Quand, par exemple, les victimes sont dans une situation de subordination ou d'infériorité, par exemple, une fille avec son père, une élève avec son prof, une salariée ou une employée avec son patron, dans tous ces cas-là, la preuve du non-consentement de la victime, qui est indispensable pour prouver le viol, est très difficile à rapporter. Parce que dans ces situations, les victimes disent pas vraiment non, ont peur, sont sidérées. Et ce sont ces cas-là qui devraient justifier qu'on partage la charge de la preuve entre la victime et celui qui est mis en accusation. Ce partage de preuves, il est aujourd'hui... Pas du tout, oui. Évidemment que non. Oui. Il ne remet pas en cause le principe fondamental de la présomption d'innocence. Il ne remet pas en cause le principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, donc évidemment. Mais ce partage de preuves, vous le trouvez en matière de harcèlement sexuel et moral au travail, où il y a un partage de preuves. Et puis vous le trouvez dans une convention qui est la Convention d'Istanbul, signée par le Conseil de l'Europe. Et vous le trouvez dans la moitié des pays européens, ou en Angleterre, en Suède, au Danemark, dans toute une série de pays européens. En cas de viol, la preuve est partagée. Alors moi, je propose pas pour tous les cas de viol, je propose uniquement quand il y a une situation de subordination, parce que je crois que la victime n'est pas en état de prouver. Ça paraît assez logique. Oui, c'est vrai que c'est des affaires où le recueil de la preuve est extrêmement compliqué, parce que c'est parole contre parole, généralement. Généralement aussi, souvent, la plainte intervient assez longuement après la commission des faits, parce qu'au départ, il y a un effet de sidération qui fait que la victime ne souhaite pas se déplacer. Et donc après, les preuves ont disparu. Les preuves, exactement, les preuves scientifiques, les preuves biologiques, on va dire, ont disparu. Ça, oui. Donc ça reste effectivement des confrontations entre personnes. Et ce qui, effectivement, lorsqu'on parle à des fonctionnaires de police qui ont affaire à ce type d'affaires, c'est pour eux les affaires les plus difficiles, les plus complexes, contrairement à tout ce qui est atteinte au bien, au crime organisé. Parce qu'à un moment donné, il faut essayer de déceler effectivement la part de vérité chez la victime et chez le présumé auteur, et c'est effectivement de plus en plus difficile. Oui. Heureusement, il y a aussi le rôle des associations. Les associations de victimes jouent un rôle fondamental. Absolument. Vous avez évoqué la parole, et c'est vrai que pour la première des choses, c'est d'accueillir la victime qui peut s'exprimer avant même que le procès ne commence, parce que bien souvent, il n'y a pas de procès. Mais qu'elle puisse avoir une oreille, qu'elle puisse être accompagnée psychologiquement, qu'elle puisse avoir tout simplement quelqu'un qui l'aide éventuellement dans ses démarches, à se faire soigner, et puis qu'elle soit informée de ses droits, parce que les victimes ont des droits. Et ça, on voit bien aussi que ce qui peut aussi, à un moment donné, expliquer justement ces augmentations, c'est aussi que la prise en charge des victimes s'est quand même améliorée, même au niveau du système policier. La formation des policiers et des gendarmes, l'accueil, partout pareil, mais l'accueil dans les commissariats. Pour les mineurs victimes d'ailleurs. Oui, avec maintenant une professionnalisation, une spécialisation, et ça c'est quelque chose aussi qui incite exactement, des psychologues dans les commissariats, des travailleurs sociaux. Donc il y a encore énormément de progrès à faire, mais depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, on voit quand même que les services publics de la sécurité essayent quand même de mieux prendre en charge les victimes, et effectivement après, pour essayer de mieux les intégrer, je dirais, dans la filière pénale et faire en sorte qu'elles obtiennent une réponse à l'infraction dont elles sont déclarées. Très bien. Alors, on va passer à un autre type de criminalité. C'est, j'en disais un mot, l'explosion du trafic de stupéfiants. J'ai noté 2 chiffres absolument sidérants. En 2018, les tribunaux français ont condamné à 21 679 années de prison, rien qu'en 2018, pour infraction aux législations sur les stupéfiants, ce qui fait 59 ans de prison prononcés chaque jour en France pour des trafics de stupéfiants. Il faut mettre aussi en rapport avec un autre chiffre, un crime ou délit sur 5 est lié
de manière directe ou indirecte au trafic de stupéfiants, les violences, les vols. C'est le constat que vous faites aujourd'hui. Oui, alors effectivement, le trafic de stupéfiants, l'économie souterraine, l'économie illégale est vraiment un enjeu majeur. Alors, c'est pareil, c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment que ça dure depuis 20 ans, mais on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les questions qui tournent autour des zones de non-droit, des violences urbaines, etc., sont généralement très liées effectivement au développement du trafic de stupéfiants, avec un trafic qui s'est morcelé, qui s'est atomisé en de multiples organisations, qui vont effectivement faire des victimes collatérales. Et on voit bien, alors au-delà même des chiffres, des statistiques judiciaires, on voit même dans les statistiques policières ces 2-3 dernières années, une augmentation des procédures pour trafic de stupéfiants, hein, une augmentation très importante, ce qui relève aussi un investissement important des services spécialisés de police judiciaire, dans des affaires qui sont aussi de plus en plus complexes à élucider, parce que maintenant, pour les policiers, c'est difficile d'infiltrer les organisations, c'est difficile d'aller dans certains quartiers, sinon ils sont repérés, donc il faut démultiplier à un moment donné les moyens de preuve, et aussi avec des difficultés pour les services spécialisés qui sont liées à la complexification de la procédure pénale, où aujourd'hui, voilà, les services de police judiciaire mettent beaucoup plus de temps à démanteler un réseau, à démanteler une organisation qui, a 10 ou 15 ans... Déjà, on pourrait les soulager pour les petits, notamment les usages. Alors, c'est toute la question, effectivement. Voilà. Alors ça, moi, j'ai toujours été moi, j'ai toujours été un fervent partisan de la contraventionnalisation de l'usage du stupéfiant, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que un usager de produits stupéfiants, sa place soit en prison. En revanche, je pense qu'il faut garder une sanction et il faut expérimenter. Et on l'a vu en matière de lutte contre l'insécurité routière, on voit quand même qu'à un moment donné, lorsqu'on s'en prend au portefeuille de celui qui transgresse la loi, ça peut avoir un impact. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on expérimente voilà, cette contraventionnalisation de l'usage pour concentrer effectivement une partie des moyens sur la revente et sur les trafiquants. Sachant que je pense qu'aussi on a des efforts à faire sur les aspects liés à la prévention. Oui. Parce que si il y a une forte offre de stupéfiants, c'est qu'il y a aussi une très forte demande. Et donc là, je pense qu'on a des progrès à faire en matière de prévention, justement, notamment dans les écoles, auprès des plus jeunes, sur la consommation de drogue, parce que malgré ce que l'on entend dire, même la consommation de cannabis, qu'on appelle aujourd'hui les drogues douces, elles ne sont pas si douces que ça. Il y a des conséquences à moyen terme. Souvent, l'entrée dans des drogues plus dures. Oui, et puis avec des grosses conséquences sur la socialisation, sur le travail à l'école, etc. Et sur une étude récente de chercheurs a démontré que la consommation de cannabis avait un impact et qu'on avait constaté une corrélation avec les maladies psychiatriques lourdes comme la schizophrénie et d'autres maladies. Vous évoquiez les zones de non-droit. Bon, c'est vrai qu'il y a des quartiers sensibles, difficiles, notamment pour les forces de l'ordre, etc. Et j'ai envie de poser la question à Juliette Méanel. Est-ce que, quelque part, le service universel que vous proposez, comment vous l'appelez, le service universel ? Service national universel. Service national universel. Est-ce que ça ne participe pas de cette idée, précisément, de faire en sorte que tous les jeunes soient dans un même creuset, apprennent des valeurs, et en même temps, ça permet de pacifier peut-être nos sociétés, notamment dans les quartiers difficiles. C'est un peu ça aussi, non ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'élargir un dispositif qui marche bien aujourd'hui, qui s'appelle le service civique, qui est une offre à 250 000 jeunes chaque année de passer 4 mois, 5 mois pour des œuvres d'intérêt général. Donc certains vont faire de l'alphabétisation, d'autres vont organiser des opérations pour socialiser dans des EHPAD ou pour des personnes âgées. Certains s'occupent de petits-enfants qui ne vont pas bien, d'autres s'occupent de sujets écologiques. Bref, l'idée, c'est que des jeunes de 18 à 24 ans s'occupent d'autres choses que d'eux-mêmes. Et le SNU, sa particularité, c'est que nous souhaitons le rendre obligatoire. Parce que si ce n'est pas obligatoire, seuls ceux qui sont déjà dans une forme d'intégration en profiteront. Donc la proposition, c'est de dire, voilà, pendant 6 mois, il y a 1 mois d'obligatoire, il y a 5 mois de facultatif, mais dont on espère que tout le monde s'en saisira, que tous les jeunes le feront. Et cette période-là, c'est un temps d'apprentissage, par exemple des gestes qui sauvent. Il faudrait que chaque petit citoyen ait la possibilité de sauver quelqu'un contre un infarctus ou d'aider quelqu'un quand il y a un incendie. C'est aussi apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire des jeux collectifs, des règles communes. C'est un apprentissage de la discipline aussi,
parce que bon, il y avait dans l'ancien service militaire quelques principes de fonctionnement en collectivité qui ne sont pas mauvais à apprendre. Se lever le matin. Par exemple, se lever à la même heure, s'occuper être poli, être... et puis s'occuper du collectif. Par Bien exemple, préparer les repas pour tout le monde. Bref, donc se creuser là, 5 mois ensemble, précisément, c'est pour essayer de lutter contre les inégalités, et en particulier pour ceux qui dans les quartiers, vivent cette situation comme une exclusion sociale qui, de fait, est une exclusion. Vous partagez ce point de vue? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense effectivement que c'est nécessaire qu'il y ait un temps qui soit consacré à ce type d'action qu'on ne trouve, enfin, qui était, enfin, moi, pour moi, le service national était aussi un moyen, à un moment donné, effectivement, d'inculquer certaines valeurs, certaines règles, permettait aussi, même si sur la fin, c'était peut-être plus tellement de cas, mais de mélanger aussi les cultures, de mélanger les personnalités, apprendre à se connaître, à connaître l'autre. Et effectivement, je pense que ça, c'est sûrement plus que la préparation, je dirais, à faire la guerre. C'était vraiment un élément important du service national. Et c'est intéressant, je trouve, voilà, qu'on retrouve un dispositif donc, de ce type. Ce rapport a été publié en octobre. Alors, nous avons rendu un premier rapport qu'on a remis au président de la République en juin de l'année dernière, juin 2018, où on disait, voilà, il faut que ça soit 5 mois, 1 mois obligatoire, 4 mois facultatif. Et puis, on a fait un deuxième rapport où nous avons consulté la jeunesse. C'est-à-dire que de juillet 2018 à octobre 2018, on a rencontré toutes les associations de jeunesse et on leur a remis le rapport définitif là, au mois de novembre. Et les premières expérimentations ont démarré il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, il y a 3000 jeunes qui font leur service national universel. Et quand ils auront terminé, c'est-à-dire l'été prochain, on fera un bilan. Et là, c'est sur le mode du volontariat. Alors là, c'est sur le mode du volontariat, évidemment, parce que pour le moment, il n'y a pas de loi. Et 3000, c'est déjà un chiffre significatif. 3000, c'est un chiffre significatif parce que, tout simplement, il y a 3000 jeunes qui se sont dit, bah, tiens, c'est intéressant de vivre cette expérience. Et par exemple, il y a 15 jours où ils partent en internat. Et cette période d'internat, c'est un peu comme un moment où on apprend aussi, par exemple, à se repérer. Donc, il y a des militaires, mais aussi des associations d'éducation populaire qui vont venir et qui vont apprendre aux jeunes à se repérer dans des zones de danger, à participer à des opérations de sauvetage, voilà. Et donc, on fera le bilan. Formidable. Et on peut espérer que ça devienne vraiment rentrer dans la loi, ce dispositif. Il y a une volonté gouvernementale, je crois. Il y a une volonté présidentielle. Présidentielle. Il y a une volonté présidentielle de le généraliser, alors pas d'ici la fin du quinquennat. Dans notre rapport, nous avions dit qu'il faut que la moitié d'une classe d'âge ait fait son SNU avant la fin du quinquennat. Je pense que ça ne sera pas le cas. Il y aura donc 3000 là, à la mi-2019. On peut espérer que d'ici 2022, il y ait plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui aient fait leur SNU. Très bien. Vous voyez, le temps passe très vite. On arrive déjà à la fin de notre émission. Simplement, est-ce que vous pouvez nous rappeler globalement le nombre de crimes et délits constatés en France par année, là, en 2018? Alors, par année, si on prend la somme globale des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie, c'est 3 500 000 à peu près. 3 500 000, vous avez à peu près un tiers, c'est des atteintes aux véhicules. Et puis, vous avez donc 220 000 violences aux personnes. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui est peut-être le point positif, c'est qu'on a depuis maintenant une dizaine d'années une baisse très importante des homicides. On n'a jamais connu aussi peu d'homicides. Mais alors, qui baisse un petit peu quand même. Ça demeure des chiffres beaucoup trop élevés. On a publié ça la semaine dernière. Je crois qu'on en est à 120 encore cette année. C'est effectivement beaucoup trop. Tous les 3 jours. Tous les 3 jours maintenant, tout à fait. Donc voilà, c'est 3 500 000. Mais alors, bien entendu, si on prend ce qui est véritablement vécu par les victimes, on est bien au-delà de ce chiffre de 3 500 000 parce qu'on l'a rappelé sur les violences sexuelles, mais même sur les violences conjugales, les taux de plainte sont très faibles. Et même d'ailleurs sur les vols avec violence, les vols avec violence, c'est un taux de plainte de 50% seulement. Donc ce qu'enregistre la police et la gendarmerie, c'est pour ça qu'on dit souvent que pour nous, ce n'est pas la délinquance, c'est vraiment l'activité d'enregistrement et la délinquance, c'est ce que vivent véritablement les victimes. Et ça, c'est bien entendu bien au-delà des chiffres de la police et de la gendarmerie. Est-ce qu'on a une idée alors du chiffre noir de la délinquance? C'est très, très difficile, mais parce que moi je ne mélange pas les chiffres en fait. C'est infraction par type d'infraction. Donc on a une idée du chiffre noir par infraction, effectivement. Et ce chiffre noir est très important. Les taux de plainte, quoi qu'il en soit, hormis pour les vols de véhicules, parce que vous êtes obligé de déposer plainte pour faire rembourser votre voiture, les taux de plainte sont généralement quand même très faibles. Très bien, nous sommes au bout de cette émission. Je remercie infiniment Juliette Medel, Christophe Soulet, c'était passionnant. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro d'Agora News en toute sécurité.